On va se remettre dans le bain avec un témoignage, le témoignage de Xenia Proton de la Chapelle, qui n'est pas chercheuse, mais qui aurait bien voulu l'être, que j'invite à me rejoindre sur scène. Son témoignage, c'est aussi celui d'un parcours, le parcours d'une société qui s'appelle Atmosphère. Asseyez-vous, je vous en prie, Xenia. Merci, Laurent. Vous avez une caméra ici, si jamais vous voulez parler directement aux internautes. Et sinon, on va faire venir les gens du public qui vont venir s'asseoir. Vous allez bien ? Ça va, je vous remercie. Alors pour la petite anecdote, on a failli se rencontrer déjà hier, puisque je profite pour faire de la publicité in situ pour notre podcast qui s'appelle Le Déclic Deep Tech. Xenia sera la 10e et dernière invitée de la saison 2 du Déclic Deep Tech pour présenter à la fois votre vie, j'ai envie de dire, parce que dans votre cas, votre vie et votre entreprise sont intimement liées à un point que vous allez nous expliquer. Je n'oublie pas le fait que vous êtes une femme dans un monde où il y a encore beaucoup d'hommes, parce que c'est un peu l'intitulé du témoignage. On pourrait témoigner aussi là-dessus. On va déjà commencer tout simplement. La Deep Tech, vous ne vous y destiniez pas, mais pas du tout. C'est un peu la vie qui vous y a amené. Juste en 2 mots, comment ça s'est fait, puis on parlera du fond après. Oui, alors effectivement, la Deep Tech, j'y étais pas prédestinée, puisque je suis diplômée d'une école de commerce parisienne. Donc j'ai passé 20-25 ans à travailler à des postes plus ou moins de direction dans des groupes industriels sur des sujets très loin de la science. J'étais plutôt dans le textile jusqu'à il y a encore 7-8 ans. Et puis il y a 7 ans, j'ai eu la chance d'avoir un 4e enfant. Alors c'est une chance et puis ça a été aussi une révolution ce jour-là, puisque ce 4e enfant est né atteint d'une pathologie rare, une maladie rare et très grave. On s'y attendait pas du tout. Mon fils n'a pas respiré à la naissance, il a été intubé, il a été trachéotomisé, il a été ventilé et il est aujourd'hui diagnostiqué porteur d'une pathologie très rare qui s'appelle le syndrome d'Ondine. Donc c'est un patient qui respire pas quand il dort et qui respire pas parfois dans la journée. Il vit un peu comme un patient Covid, comme on peut imaginer une réa Covid. Il vit avec des machines, avec des circuits, avec des tuyaux, avec des alarmes, avec du monitoring et avec beaucoup de stress au quotidien pour les gens qui s'en occupent. Alors c'est un coup du sort, évidemment. Moi je suis parent aussi, donc je m'identifie à ce que vous avez vécu. C'est un coup du sort dont vous avez voulu faire quelque chose de positif. Au final, quelque chose de positif, c'était tenter de trouver une solution pour cette maladie. Alors c'est 120 patients en France, c'est ce qu'on appelle une maladie rare ou orpheline. Je ne sais pas qu'il y a une différence entre les termes, vous nous l'expliquerez. Et 120 patients en France, 2000 dans le monde, donc on est vraiment sur des très petits effectifs. Et pourtant, il y avait quelque chose à imaginer, et c'est ce que vous avez tenté de faire, et c'est ça qui a mené à la création d'Atmosphère, après une phase d'implication associative. Vous avez commencé en tant que mère de patiente, en fait, de patient finalement. C'est ça. Je crois que quand on a un enfant qui naît avec une pathologie comme ça, la première étape, il y a quand même une étape de deuil qu'on a dû faire nous au niveau familial avec mon mari et puis même avec nos autres enfants. L'enfant est en vie, il n'est pas décédé, mais il y a tout de même un deuil à faire. C'est le deuil de la vie qu'on avait avant, des espoirs qu'on avait pour lui, de la vie qu'on espérait avoir à l'avenir, de la nôtre à titre personnel aussi, de façon un peu égoïste. Donc il y a une période comme ça. Et puis après, avec mon mari, on n'est pas du style à se dire c'est un coup du sort, tant pis, on va rester entre nous et puis on va vivre comme on peut. La fatalité, c'est pas notre truc. Donc on a pris le sujet à bras le corps et on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand même pour aider nos autres enfants, on en avait 3 grands, qui sont forcément un peu impactés par le nouveau quotidien qu'on leur offre avec cet enfant handicapé. Donc on a pris le taureau par les cornes, on allait se renseigner sur ce qui se passait dans la recherche. Étant diplômée d'une école de commerce, mon mari et moi, la première chose qu'on s'est dit, c'est il y a peu de patients. C'est comme quand on dit il y a peu de clients, ça veut dire il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent. Donc on s'est un peu dit au départ, il ne se passe rien. Et puis en allant quand même creuser un peu, en lisant des publications, en se rapprochant de l'association de patients, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas rien. Il y avait des travaux de recherche en France, il y avait aussi des travaux de recherche en Italie qui étaient intéressants. Il n'y avait pas encore de médicaments en vue, mais il y avait quand même des choses, on sentait que ça frétillait. Et donc on a voulu s'impliquer. Alors on s'est d'abord impliqué dans l'association de patients qu'on a rejoint.
On a commencé à collecter de l'argent qu'on a utilisé pour financer les labos de recherche qui travaillaient déjà sur la pathologie, le syndrome d'Ondine. Et puis de fil en aiguille, comme on apportait quand même des montants relativement conséquents, on s'est dit on veut comprendre comment ça marche. On apporte de l'argent, mais il faut que ce soit de l'argent qui serve de façon efficace pour le patient sur le long terme. Donc on a essayé de comprendre comment marchait, comment fonctionnait le développement d'un médicament, en particulier dans le monde des maladies rares, qui est un monde très particulier. Mais aujourd'hui, il y a des médicaments sur des maladies rares, ça existe, on peut y arriver. Donc on s'est intéressé à tout ça. L'association a financé les travaux de recherche et petit à petit, on a commencé à écrire une histoire, l'histoire du médicament. Sachant que partir du monde associatif pour arriver dans le, entre guillemets, le grand bain de la big pharma, même si c'est la small pharma peut-être. Small pharma, oui. Pour l'instant en tout cas, ça nécessitait de votre part, alors c'est vraiment le particularité de votre témoignage, une grande capacité à séparer l'émotionnel du rationnel dans votre, dans votre parcours. Est-ce que ça a été difficile pour vous, ou est-ce que finalement vous vous êtes dit au moins j'ai un projet, j'ai un objectif qui est clair pour le coup? Alors c'est une question qu'on me pose souvent et même moi je me la pose cette question. Oui. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été très compliqué pour moi de séparer l'émotionnel du professionnel. J'allais dire les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, suite à l'association, suite à ma vie associative, j'ai créé une start-up avec un certain nombre d'associés et on travaille comme n'importe quelle autre biotech au développement d'un médicament. J'ai presque envie de dire que l'émotionnel, ça crée une force supplémentaire à la biotech parce qu'on est extrêmement proche des patients, parce qu'on sait ce qu'on veut leur apporter, parce qu'on connaît le bénéfice du médicament futur, potentiel, et on n'est pas du tout dans le pathos, loin de là. Donc je pense que la séparation se fait quand même assez bien et que la proximité qu'on a avec les patients, en particulier avec le mien, mais avec tous les patients qui souffrent de cette maladie au niveau de la France et au niveau mondial, c'est vraiment un atout pour nous. Sachant que, alors là, si on raisonne en termes de marché, il y a un marché en réalité pour des pathologies, pour des médicaments dans des pathologies telles que celles que vous décrivez. Ça a beau impliquer 2000 patients dans le monde, il y a quand même des possibilités de développer des médicaments qui ensuite trouvent des marchés, peut-être même un peu à côté de ce pourquoi ils ont été développés. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, effectivement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, sortant d'une école de commerce, je m'étais dit spontanément, peu de patients égale pas de marché, pas de financement. La réalité, elle est très différente pour deux raisons. La première, c'est que depuis quelques années, depuis les années 2000 et même 1980 aux États-Unis, il y a des réglementations qui ont été mises en place qui permettent de développer des médicaments pour des pathologies rares à des coûts beaucoup plus avantageux que sur des pathologies répandues. Ça coûte beaucoup moins cher de travailler sur un médicament pour une maladie rare que sur une maladie répandue. Il y a des possibilités de fast track, etc., etc. Et puis les prix des médicaments sur des pathologies rares sont extrêmement élevés, justement pour inciter les laboratoires à s'y intéresser. Donc ça permet déjà une rentabilité en tant que telle, juste sur les maladies rares, sur la maladie rare en question. Et puis derrière, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui et ce dont sont très friands les grands groupes pharmaceutiques, c'est que toutes les avancées, tous les résultats qu'on va identifier sur des pathologies rares vont permettre de faire des avancées majeures pour des pathologies beaucoup plus répandues. Il y a beaucoup de maladies rares qui ont des mécanismes qui sont proches, qui sont similaires, d'autres pathologies plus répandues, et de ce sur quoi on travaille dans une maladie rare, ça peut servir pour beaucoup d'autres patients dans des maladies fréquentes. Un peu comme une preuve de concept quelque part pour d'autres pathologies. C'est exactement ça. Faire ce que vous faites, Xenia, et se lancer là-dedans, sachant que au départ, vous avez arrêté de travailler pour vous occuper de votre fils, et que c'est de fil en aiguille finalement que vous êtes devenue entrepreneuse deep tech, puisque c'est le terme aujourd'hui, biotech il y a 15 ans. Faire ce que vous faites, et je reprends ma question, c'est aussi potentiellement se confronter à l'échec. Est-ce que vous l'avez pensé ça ? Alors oui, je crois que quand on est entrepreneur déjà, moi je l'ai été par le passé, j'ai géré d'autres entreprises par le passé, donc je sais que l'échec dans le monde de l'entreprise, il existe. Si on lit tout simplement les statistiques en biotech, on sait que dans la biotech, le taux d'échec est encore beaucoup plus élevé que dans le monde industriel et le monde des services dans lequel je travaillais auparavant. Donc oui, j'en suis parfaitement consciente. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est un projet qui est passionnant sur le plan humain, bien évidemment. C'est un projet qui est passionnant sur le plan professionnel aussi.
J'ai envie de rajouter que si c'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera à notre place. Ouais. Donc allons-y. Et avec l'équipe, ce qu'on a en tête aujourd'hui, c'est failure is not an option. Donc d'une façon ou d'une autre, on va y arriver. Très bien, merci beaucoup. On profite pour passer un clin d'œil à Jeanne Amiel, qui est la chercheuse, une des chercheuses. C'est toujours un travail collectif qui est à l'origine de la découverte du gène, qui est responsable de la maladie d'Ondine. Merci beaucoup Xenia de nous avoir confié votre parcours. Merci Laurent. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne continuation et rejoindre nos panneaux. Merci. Merci à vous. On peut l'applaudir. Merci à elle.